parce que je les emmène toujours dans des très belles aventures, mais ils ne les ont pas demandé au départ. Et finalement, ils se prennent au jeu. Et on a passé encore une grosse nuit blanche, donc je voulais leur dire vraiment merci, parce que le résultat que vous avez, c'est vraiment grâce à eux. Le but de cette soirée, vous le savez, c'est de récolter des fonds pour la recherche. Donc vous avez des petites enveloppes devant vous. On sait que vous êtes généreux si vous êtes là, c'est que vous avez été sélectionnés parmi les plus généreux de Saint-Tropez. Donc merci à celles et ceux qui sont là ce soir. Un grand merci à vous, soyez généreux. Bien, écoutez, d'abord, merci à vous tous d'être venus ce soir. C'est pas évident, on a tous peur du Covid. Mais vous avez eu le courage, la bravoure même de faire face à cette peur et de venir ce soir partager ce moment de complicité et de solidarité avec Evelyne et avec Guillaume Gomez. Avant que je vous parle un petit peu on m'a demandé de prendre la parole, de raconter un certain nombre de choses pendant une quinzaine de minutes. Je vous ai moi justement, c'est à moi qu'on m'a demandé de le faire, mais je suis ravi de le faire. Je voudrais remercier tous ceux, qui nous ont aidés. Naturellement d'abord Evelyne Boucher, et puis toute son équipe, toutes ses amies, Madame Gauthier, plein d'autres qui ont aidé à organiser cette soirée. Mais enfin, c'est quand même d'abord et avant tout elle qui a porté ce projet sur ses épaules. Donc merci à Guillaume Gomez, c'est vraiment un pote, c'est vraiment un ami, il est toujours là. Et puis je voudrais remercier tous ceux les chefs qui ont cuisiné, et notamment Arnaud Donquel, Éric Canino, Yves Damon, le chef de cuisine ici, et puis Pierre Hermé, mon frère, depuis, je sais pas, 15 ans, Bruno Auger qui a préparé les madeleines que vous allez avoir à la fin du repas. Naturellement, remercier mon ami de toujours, Georges Blanc, Christophe Larache, qui est mon voisin, Guillaume Gomez, je l'ai dit, et puis Jean-Luc Colombo, qui a fourni les vins. Il m'a suffisamment fait boire de vin dans ma vie pour que je puisse lui en vouloir. Katia chez Frey, le domaine de Campo, Jacques, l'hôtel de Paris avec M. Ferchaud, et puis l'hôtel de Madame Bessard. Voilà, c'est ce que j'avais écrit pour n'oublier personne, parce que chaque fois que je prends la parole quelque part, je me fais un ennemi, parce que j'ai oublié quelqu'un. Mais là, j'espère que j'ai cité tout le monde, et si j'ai oublié quelqu'un, qu'il me pardonne. Alors voilà, hier, pour un certain nombre d'entre vous, vous avez assisté à une de mes conférences pendant laquelle j'ai parlé de la biologie du cancer. Je vous ai raconté ce qu'est un chromosome, ce qu'est une cellule, ce qu'est de l'ADN, et c'est vrai que c'était l'objet de ma conférence, mais au terme de cette conférence, il s'est passé deux choses. D'une part, des amis que j'aime beaucoup, dont notamment Evelyne, m'ont dit, à côté de toutes ces explications sur l'ADN, on aurait aimé avoir des histoires de patients, des anecdotes, et c'est vrai que j'en avais pas mis, parce que il y avait beaucoup de patients à moi dans la salle, et que j'avais estimé que raconter des histoires de patients, quand on a des patients devant soi, ça peut un peu choquer, et ça peut donner l'impression que je vais trahir mon serment d'Hippocrate et le secret médical. La deuxième raison, la deuxième chose qui s'est produite assez particulière, c'est qu'une personne est venue me voir et m'a raconté le cas de sa femme qui malheureusement rechute de son cancer et qui va forcément mal. Et ce monsieur très gentiment m'a dit, mais vraiment, est-ce qu'il y a eu des progrès dans la lutte contre le cancer, dans le traitement du cancer? Et cette nuit, j'ai réfléchi à ça, et il s'avère que depuis... C'était mon anniversaire il y a quelques jours, j'arrive à 65 ans, un peu au terme, presque, pas encore, mais pas loin de ma carrière, j'espère pas de la vie, mais voilà, j'ai vieilli, j'ai passé en fait 45 ans à lutter contre le cancer, et ce que je vais vous raconter, c'est le chemin que j'ai parcouru depuis le premier jour où j'ai pris la décision de devenir cancérologue, et justement, en vous racontant ce chemin que j'ai parcouru, je vais vous raconter un peu les progrès. Et puis je vous parlerai des patients, de ce que j'ai vu en les côtoyant pendant toutes ces années à la fin. Alors voilà, mon histoire, elle a commencé en fait en 1974 quand mon meilleur ami s'est marié. J'étais étudiant en médecine à Nice, à ici, et mon meilleur ami s'appelait Georges, s'est marié avec une jeune fille qui s'appelait Sophie. On avait tous 19 ans, on était tous en première année de médecine, et puis ils sont partis en voyage de noces, j'étais le témoin du mariage, et quelques jours après leur retour de voyage de noces, elle a présenté une hémorragie génitale. Et on a fait un diagnostic à l'époque très vite, un cancer généralisé. Naturellement, on était tous choqués, parce qu'à 19 ans, on ne peut pas imaginer qu'on puisse être touché par cette maladie. Comme elle habitait Paris, même si elle était mariée à Nice, elle est allée voir ses parents et elle s'est faite soigner à l'hôpital Saint-Louis. Et tous les 2-3 mois, elle redescendait à Nice voir mon copain et me voir.
Et je la voyais perdre ses cheveux, elle a eu 2 ans de chimiothérapie, elle a eu des rayons sur la tête, on lui a enlevé l'estomac, la rate, une partie de l'intestin, on lui a enlevé l'utérus, les ovaires. Enfin, c'était vraiment quelque chose de la médecine de guerre. Et je la voyais redescendre, de plus en plus diminuée, je me disais, ça va être terrible, quoi. Et j'expliquais à mon ami, malheureusement, ce qui était en train de se passer. Et puis un jour, le cancérologue, à Paris, ce jeune cancérologue, qui n'était pas cancérologue, il était hématologue, la cancérologie n'existait pas en 1974 en France. Et ce cancérologue, ce hématologue qui s'occupait des cancers, lui a dit, écoutez, après 3 ans de traitement, on ne peut plus rien faire de plus. Maintenant, à la grâce de Dieu, on verra bien si vous rechutez ou pas. Ils ont tout arrêté. Et elle est redescendue à Nice avec son mari, avec moi. Et petit à petit, les cheveux ont repoussé. Elle a repris ses études de médecine et elle est guérie. Elle est guérie, c'était en 1974. Et d'ailleurs, il s'avère que j'ai pris la succession un jour, bien plus tard, en 90, j'ai pris la succession de ce jeune hématologue qui allait devenir cancérologue. Et que j'ai retrouvé son dossier, et en plus, elle est venue me voir quelques années plus tard, parce que comme elle fumait beaucoup, elle a eu un cancer du poumon, mais là aussi, je l'ai guérie. Donc, moi, en 76-77, quand elle a arrêté le traitement, j'ai vu qu'elle renaissait, je me suis dit, il y a une révolution qui est en train de se passer, tous les malades mouraient la veille, le lendemain, il pouvait y avoir des guérisons. Et je me suis dit, je veux devenir cancérologue. Et j'ai passé l'internat, et j'ai été nommé à l'internat des hôpitaux de Paris, je débarque à Paris, petit niçois, ne connaissais rien à la capitale, je débarque le 1er septembre 1980. Je suis parti avec un peu la même idée dans la tête que ces soldats en 1914 qui partent en chantant, en se disant que la victoire va être rapide et qu'on va gagner. Je disais qu'on allait guérir le cancer. À l'époque, je voulais traiter le cancer, mais en sachant que je ne pouvais pas devenir cancérologue puisque la spécialité encore n'existait pas, c'est moi qui la créera en France en 1989. Donc en 80, 1er septembre, je débarque. Alors quelle était la situation? Si on veut parler de progrès, il faut savoir d'où on vient au départ. Quelle était la situation de la prise en charge des patients atteints de cancer en France en 1980? Alors je vais vous dire, c'était quelque chose que vous ne pouvez même pas imaginer. Pour plusieurs raisons. La première, nous n'avions pas ni scanner, ni IRM, ni échographie, ni analyse de sang pour retrouver des marqueurs du cancer, ni biologie moléculaire, ni tout ce qu'on fait aujourd'hui. Et donc, pour diagnostiquer le cancer, la seule chose que nous avions, c'était de parler avec les malades pour qu'ils nous expliquent les symptômes, nos mains, pour palper un peu, le foie, la rate, etc., les yeux, pour regarder la peau, la couleur des téguments, etc., mais pas grand-chose de plus. Et il fallait avec ça faire des diagnostics. Donc, nos diagnostics étaient très tardifs. Et donc, les cancers, quand ils étaient diagnostiqués, étaient incurables pour l'immense majorité d'entre eux. D'autre part, à cette époque-là, comme il n'y avait pas de cancérologie, c'était les spécialistes d'organes qui traitaient les cancers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un cancer du sein était traité par un gynécologue, un cancer du côlon par un gastro-entérologue et un cancer du poumon par un pneumologue. Sauf qu'il n'y a aucun lien entre l'asthme et le cancer du poumon, entre l'ulcère gastrique et le cancer du côlon, ou entre accoucher un enfant et traiter un cancer de l'ovaire. Et comme à cette époque-là aussi, il y avait un truc qui s'appelait le carnet à souche, qui faisait qu'on ne pouvait pas prescrire la morphine en France, contrairement à l'Angleterre, ces patients qui avaient un diagnostic très tardif, donc des métastases partout, qui souffraient le martyre, ne pouvaient pas être calmés puisqu'il n'y avait pas de morphine, et donc dans ces services où ils étaient une minorité de malades définitivement, d'ores et déjà, considérés comme incurables, puisqu'il n'y avait pratiquement pas de traitement, on les mettait dans la chambre du fond, de manière à ce que leurs pleurs, leurs cris ne les dérangent pas. Ne dérange pas les autres. Je me rappelle la première visite que j'ai faite, une première visite à la Salpêtrière. On est allé avec mon patron faire la visite et on est allé voir une malade qui avait un cancer de l'ovaire, le ventre gonflé, qu'on appelle acide, c'est-à-dire du liquide cancéreux dans le ventre, et elle était dans la maternité. Toutes les femmes dans les autres chambres accouchées, elles étaient heureuses, et elle était au fond du couloir. Je dois dire que les souvenirs de cette époque sont assez émouvants parce que c'était vraiment très dur de se dire que malgré tout on allait y arriver. Alors, qu'est-ce qu'on avait pour traiter le cancer? On avait de la chirurgie, sauf que la plupart des malades n'étaient pas opérables. Et quand ils étaient opérables, on les mutilait, on les massacrait. Une femme qui avait un cancer du sein d'un petit centimètre, la taille de mon oncle, on lui enlevait le sein complètement. Un gamin qui avait une petite tumeur sur la jambe, on l'amputait. Un type qui avait un petit cancer sur la larynx, on lui enlevait le larynx. Et c'était ça toute la journée. On avait des rayons brûlés, parce qu'on n'arrivait pas à calculer la balistique, comment envoyer les rayons au bon endroit sans qu'en plus ils touchent les organes à côté. Donc ces malades étaient brûlés. Et puis la chimiothérapie,
cette chimiothérapie était tout à fait naissante. Vous savez, la chimiothérapie, je ne sais pas si vous savez comment on l'a découverte, comment on l'a trouvée, la chimiothérapie. Je vais vous raconter l'anecdote pour que vous compreniez la toxicité qui est inhérente à ce mécanisme de traitement du cancer. En 1940, fin 42, en décembre, les Américains sont persuadés que les Allemands vont de nouveau utiliser les gaz de combat, comme à Ypres en 1918-19. Et donc, pour se préparer à ça, ils font venir des gaz de combat, des gaz de guerre, sur le théâtre des opérations européennes, et on a toute une armada de bateaux citernes, accompagnés naturellement de destroyers et tout, qui arrivent et qui se garent dans le port de Bari, dans le sud de l'Italie, parce qu'ils venaient d'être libérés. Mais les Allemands ont su que les Alliés allaient utiliser les gaz de combat, eux aussi, et le 2 décembre, la Luftwaffe a bombardé le port de Bari, et tous ces bateaux ont explosé, et tous ces pauvres marins ont été exposés au gaz de combat, qu'on appelle le gaz moutarde. La plupart sont morts, beaucoup ont surnagé dans le mazout bourré de gaz de combat, et ils ont été hospitalisés dans un hôpital militaire américain dans le port de Bari. Alors, il y avait un jeune médecin là-bas qui s'appelait Alexander, qui les a soignés. Et il a vu deux choses. Il a vu d'abord que les malades, les soldats, je veux dire les marins, qui mouraient, quand on faisait l'autopsie, dans leur corps, il n'y avait plus de ganglions. Vous savez, les ganglions, c'est ce qu'il y a ici, sous les bras, dans les ailes. Ce sont en fait des petites maisons où les globules blancs, qui n'arrêtent pas de se balader pour tuer les bactéries, les virus, les microbes, viennent se reposer de temps en temps. Et bien là, il n'y en avait plus. Et puis surtout, il a remarqué que les malades, les marins qui étaient hospitalisés, faisaient tous des infections catastrophiques. Et la raison, c'est qu'il n'avait plus de globules blancs dans le sang. Il note ça sur son carnet. Et puis, quand il est démobilisé en 1946, il retourne aux États-Unis. Et en 1947, en relisant ses notes, il va dire, mais si le gaz de moutarde, le gaz de combat, le gaz qu'on appelle l'hypérite de Ypres, ce gaz qui a tué les poilus, si ce gaz est capable de détruire les globules blancs et de détruire les ganglions, il y a une maladie qui est mortelle, qui correspond à un excès de globules blancs et des ganglions énormes, c'est la leucémie. Et il se dit, je vais essayer. Il va prendre 2 groupes de rats à qui il va inoculer la leucémie. La moitié, il va leur injecter du gaz de combat, le même, celui qui était dans les citernes, le même que celui que les Allemands ont utilisé pendant la Première Guerre mondiale, sous forme liquide, l'autre en placebo, et les rats qui ont reçu le gaz moutarde ont guéri de la leucémie. En 1947, il va injecter le gaz moutarde à un premier malade. Ce sera le premier malade qui va rentrer en rémission de son cancer grâce à la chimio. La chimio, c'est une arme de guerre. Donc c'est aussi toxique qu'une arme de guerre. Cette chimio, on l'utilise toujours aujourd'hui, hein, en 2020. Ça s'appelle, il y a un traitement d'un cancer du jeune qui s'appelle le maladie de Hodgkin, qui est un cancer des ganglions. Et bien aujourd'hui encore, en 2020, pour traiter le Hodgkin, qui se guérit maintenant dans presque tous les cas, on utilise toujours ce fameux gaz moutarde injecté au malade. D'où la toxicité. Voilà ce que nous avons. Alors, y a-t-il eu des progrès? Bien sûr qu'il y a eu des progrès, parce que ce que je viens de vous raconter, ça n'est plus du tout le fait d'aujourd'hui. Pourquoi? D'abord parce qu'on a créé la spécialité. Donc il y a des vrais spécialistes de la prise en charge du cancer aujourd'hui en France depuis 89, quand je l'ai créé cette spécialité. Deuxièmement, on a naturellement découvert des nouveaux traitements extrêmement efficaces, et notamment les 12 derniers qu'on appelle l'immunothérapie. Alors au lieu d'injecter des armes de guerre, là on s'est aperçu que les globules blancs, quand ils viennent pour attaquer un cancer et le détruire, parce que c'est leur boulot, hein, ils détruisent les bactéries, tout ce qui nous menace, ils viennent, ils détruisent. Et là, ils s'approchent pour détruire les cellules cancéreuses, mais les cellules cancéreuses, dans une immense intelligence, sécrètent un espèce de leur crache à la figure, un espèce de somnifère, et les globules blancs s'endorment. Et on a trouvé un médicament qui réveille les globules blancs, et c'est ça l'immunothérapie. On réactive des globules blancs dans votre sang pour qu'ils aillent à l'endroit où il y a un cancer et qu'ils tuent le cancer. On a fait d'autres progrès, c'est qu'aujourd'hui on a l'IRM, le scanner, le PET scan, l'échographie, les marqueurs, on a plein de choses qui nous permettent de faire des diagnostics extrêmement précis, extrêmement précoces, et donc d'avoir affaire à des malades potentiellement curables. Et puis on va même plus loin, puisqu'on va regarder s'il y a des cancers chez des gens qui n'ont aucun symptôme. C'est le dépistage. J'ai organisé en France, en 2004, le dépistage national du cancer du sein, le dépistage national du cancer du côlon, le dépistage national du mélanome, le cancer de la peau, et le dépistage national par le frottis du cancer du col de l'utérus. Donc on a fait effectivement beaucoup de progrès. Mais je dirais que le progrès le plus important, sans doute, c'est notre façon de considérer finalement celui qui est le plus important dans toute cette chaîne d'acteurs dans la prise en charge du cancer, et qui est le malade. Ce malade, dans les années 80, on ne l'écoutait pas, on ne lui demandait pas s'il était d'accord qu'on lui enlève le larynx. On lui enlevait le larynx. On ne demandait pas à cette femme si elle était d'accord qu'on lui enlève le sein. On lui enlevait le sein.
Et puis avec le temps, on a commencé à se dire que finalement, vaincre la maladie sans s'occuper du malade derrière, c'était pas peut-être la plus belle chose à faire. Et on a commencé à poser des questions aux malades. Et les malades ont pris le pouvoir, ils ont commencé à s'exprimer, à dire ce qu'ils voulaient, ce qu'ils ne voulaient pas, ce qu'ils pensaient, non plus la douleur, mais la souffrance, ce qui est beaucoup plus important. Et grâce à cela, on a développé toute une stratégie dont la forme la plus utile sont les soins palliatifs, c'est-à-dire une façon de garantir le respect de la dignité de chaque malade en lui faisant participer aux décisions, aux stratégies, et le respect de l'intégrité de son corps chaque fois que c'est possible, et de sa personnalité, en tout cas jusqu'au bout. On a accès aux médicaments antidouleurs d'une façon forte, d'une façon extrêmement répandue. Et puis est arrivé le plan cancer, dont je me suis occupé avec le président Chirac en 2003 jusqu'à 2006, où là on est allé encore plus loin. Parce que quand on regardait en 2003, où on est, bien sûr qu'on a fait des progrès par rapport à 80, mais qu'est-ce qu'on constatait? Que selon l'endroit où vous étiez soigné d'un cancer en France, votre mortalité passait de 1 à 6. Comment pouvait-on accepter cela dans un pays qui a marqué égalité sur le fronton de tous les bâtiments publics, qui est la base avec la fraternité et la liberté des valeurs de notre République? Alors on a dit, on ne peut plus accepter ça. Et on a créé le plan cancer et on a pris un certain nombre de mesures. On a mis en place les dépistages dont je vous ai parlé. Mais on est allé beaucoup plus loin. On a pris 2 mesures extrêmement impopulaires, mais extrêmement efficaces. La première, c'est qu'on a dit tous les hôpitaux, qu'ils soient privés, publics, à Paris ou n'importe quel village, s'ils ne peuvent pas garantir qu'ils ont une vraie expérience dans la prise en charge de chaque cancer, ils seront interdits de traiter ces cancers. Un hôpital qui traite moins de 25 cancers du sein par an, il ne peut plus traiter en 2008 les cancers du sein en France. On a concentré les cas pour être sûr que quand un malade vient frapper à la porte d'un établissement hospitalier, si on le prend en charge, on sait le prendre en charge. Deuxièmement, on a créé la deuxième mesure extrêmement importante, c'est qu'on a créé les réunions de concertation pluridisciplinaires. C'est-à-dire que chaque nouveau cas de cancer, il doit impérativement, c'est la loi, être discuté dans le cadre d'une réunion entre 3 médecins, dont au moins un cancérologue, et on doit tracer la discussion qui a eu lieu. Et ça, c'est très important parce que avant ça, un malade qui débarquait d'abord chez le chirurgien plutôt que de débarquer d'abord chez le cancérologue, il arrivait que le chirurgien l'opère et après il dit bon, vous n'allez quand même pas faire de la chimio, hein, vous savez, c'est des fous avec la chimio. Pas du tout. Il faut élaborer une stratégie, il faut savoir se servir de chaque arme disponible pour augmenter au maximum, optimiser les chances de guérir. Ce qui a conduit à professionnaliser la prise en charge des malades par des vrais cancérologues dans des vrais services de cancérologie qui avaient la vraie expérience et le vrai savoir pour le faire, car, pour reprendre ce que j'ai dit il y a quelques minutes, il y a plus de liens entre un cancer du sein et un cancer du côlon qu'entre un ulcère de l'estomac et un cancer du côlon. Donc c'est plus logique que ce soit des cancérologues qui traitent tous les cancers que des gastro-entérologues, le côlon, les gynécologues, le sein, les pneumologues, le poumon. Donc, ils ont été l'essentiel car ils nous ont donné le courage de se battre pour eux, parce qu'ils ont pris une parole qui a fait qu'ils ont commencé à exister. Et après, ce paradigme qui était que d'abord et avant tout, il nous fallait traiter les maladies, nous avons compris que d'abord et avant tout, il nous fallait traiter des malades. Et ensuite, encore plus avec le plan cancer, se dire que quand on a autant de guérisons, 65% des malades guéris aujourd'hui chez les adultes, 85% chez les enfants, et ceux qui ne guérissent pas ont une maladie chronique, ils vont vivre avec leur maladie pendant 4, 5, 10 ans. On ne pouvait plus ne pas leur donner le droit de retourner à une vraie citoyenneté complète, intégrale, donc l'accès au crédit, l'accès aux prêts, l'accès aux assurances, etc. Parce qu'à quoi ça sert de survivre à son cancer si finalement la vie que la société vous offre derrière est une vie de discrimination. Et je vais vous dire, c'est à eux et à tous les accompagnants de ces malades, on les oublie souvent, que je veux dédier ce message ce soir. Pour finir, dans tous ces malades que j'ai vus, j'en ai vu à peu près en moyenne 400 nouveaux par an pendant 45 ans, donc imaginez. Finalement, il y a une partie d'entre eux qui m'a profondément touché. Juste pour conclure, vous en dire un mot. Un jour, j'ouvre la porte de mon cabinet, cette prière, et je dis, j'appelle le nom de malade, et je vois un vieux monsieur se lever avec 2 filles de 25-30 ans. Tout le monde était impeccablement habillé, manifestement le manteau du papy était neuf, son chapeau aussi, etc. Je les fais rentrer dans mon bureau, et je pose des questions, quel âge avez-vous, etc., les symptômes, tout ça. Et pas une seconde, le type qui avait posé son chapeau sur ses genoux et qui ne bougeait pas, qui avait dû recevoir des instructions de ses filles, c'était manifestement un pied noir, un peu honte, voir le
professeur Caillat, ce grand professeur, ils étaient tous très impressionnés. Et chaque fois que je posais une question, c'est les filles qui répondaient. Malheureusement, ce malade avait un cancer du poumon avec des métastases partout. Et donc, à un moment donné, je dis, monsieur, déshabillez-vous dans la pièce d'à côté, je vais vous examiner. Et là, il se déshabille, il s'allonge sur le fauteuil, je commence à l'examiner, puis à un moment donné, je lui tiens l'épaule pour pouvoir examiner avec mon stéthoscope, écouter ses poumons dans le dos. Et le fait de lui tenir l'épaule, c'est aussi, moi, c'était pour pas qu'il tombe en arrière, mais c'est vrai que c'est un geste amical, en même temps, quand on touche l'épaule de quelqu'un, c'est pour le rassurer. Et à ce moment-là, il a craqué, il s'est mis à pleurer. C'était, encore une fois, quelque chose d'extrêmement émouvant. Je l'ai rassuré, je lui ai dit, attendez, on va trouver des traitements, etc. Et puis, quand il s'est calmé, il m'a dit, surtout ne dis pas à mes filles que j'ai pleuré. Quand je suis retourné dans le cabinet, les deux filles m'ont dit, on a entendu notre père pleurer, ne le lui dis pas. En fait, tout le monde protégeait. Et puis, j'ai vu tellement souvent, au moment où quelqu'un pleure, quand je lui annonce le diagnostic, j'ai vu tellement souvent, et sans doute aujourd'hui dans ma mémoire trop souvent, des gens qui n'avaient pas. Alors, beaucoup de mes collègues pensent que ces gens-là qui pleurent un jour dans le cabinet, au moment où on leur annonce la rechute, au moment où on leur annonce le cancer, au moment où on leur annonce la chimio, la perte de cheveux et le reste, que ces gens-là sont faibles. Moi, je pense qu'au contraire, c'est les plus forts. Parce qu'ils ont le courage de pleurer devant celui qui va s'occuper d'eux. Et je pense que d'avoir ce courage-là, c'est une force. Et je voudrais aussi les féliciter. Merci.